Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver encore une fois avec bien sûr toute l'équipe du Bonjour d'Algérie. Du lundi matin, vous avez pris le pli de retrouver Djaoudet Gessouma chaque lundi matin. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Dans l'actualité culturelle. Bien sûr, Samira aussi, chaque lundi matin, elle est parmi nous dans la rubrique Écume et patrimoine. Aujourd'hui, tu vas nous parler bien sûr des Djamilettes à travers un très beau livre. D'une Djamila, ou plutôt d'un ouvrage qui a été écrit par une Djamila, ouais. Par Daniel Mine Amran. Couscous de rêve. Un couscous de rêve, voilà. Oui. D'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour Djaoudet. Dans un moment, on va détailler. Voilà. Dans un moment, on va tout détailler, bien sûr. Et puis, bien entendu, l'actualité se veut aussi autour donc, du 7e art avec cette belle édition, 12e édition du Festival du film d'Alger. Il y a plusieurs invités. On a eu plusieurs aussi invités sur notre plateau. Aujourd'hui, ça continue avec une belle rencontre. Le thème, donc, c'est la production, délocaliser un petit peu les productions ici en Algérie et faire donc de la destination Algérie une destination cinématographique. Pourquoi pas? Ça sera la thématique abordée aujourd'hui à travers nos deux intervenants, un producteur-réalisateur et qui seront parmi nous pour nous en parler. On aura également un réalisateur donc, qui nous vient du Sénégal, lui aussi qui est porté par la passion du cinéma. Nous aurons également aussi à revenir sur une belle rencontre africaine autour de la santé et de la lutte contre le cancer. Nous aurons à cet effet Hamida Ketab qui est connue à travers son association l'Amel, bien sûr qui se bat pour le cancer en général et qui bien entendu chaque octobre elle travaille énormément avec tous les membres de l'association en direction de la lutte contre le cancer du sein. Mais cette fois-ci elle revient avec cette belle union des organisations africaines contre le cancer. Nous en parlerons avec des intervenants venus donc invités par l'Algérie par cette organisation. Et puis on aura également à parler donc de cette 4e édition donc, de la conférence africaine des startups. Il y a eu aussi beaucoup d'invités ici en Algérie pour parler bien entendu de leurs projets, des porteurs de projets intéressants. Nous en aurons 2 ce matin pour nous parler donc, de leur passion et surtout des projets qu'ils ont réalisés. Une dame qui est dans la biotechnologie et elle va nous parler du safran, de la culture du safran ici en Algérie et Dieu sait comme elle a en tout cas du potentiel. Et une autre dame qui est aussi porte donc, de projets. Elle vient donc de notre émigration. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et tout de suite, je donne la parole à Djaoudet qui va nous parler bien sûr de son actualité culturelle. Sans plus tarder, comment ça va Djaoudet? Ça va, bien. Bien, et vous? en forme. Il fait beau. Il fait beau, on n'a pas à se plaindre. Vous êtes allé voir des films? Oui, quelques films là. Comme c'est un peu disséminé, le choix est très difficile. C'est ça. Il y a la cinémathèque. Voilà, la cinémathèque et tout. Même si j'ai quand même une prédilection pour la cinémathèque, évidemment, pour des motifs cinématographiques et cinéphiliques. Voilà, mais beaucoup de choses. Il y a le théâtre, il y a le théâtre du Sahara. Il y a une activité quand même très riche. Très riche, foisonnante. Et donc, moi, j'ai juste choisi 3 étapes que je vais un peu évoquer aujourd'hui. Notamment, d'ailleurs, une info qui était quand même capitale. Il y a des manuscrits anciens qui ont été découverts récemment à Arlisen, donc très important, car datant du 9e siècle hégirien, donc équivalent du 15e siècle grégorien, et notre manuscrit découvert du 10e siècle hégirien, équivalent au 16e siècle grégorien. Donc le premier manuscrit a été découvert c'est le manuscrit de Mohamed Ben Brahim al-Nafri al-Randi, qui explique grandement les notions soufis maghrébines andalouses sous le titre de Rayt al-Mawahib al-Ulia fi Shar' al-Hikm al-Aliya. Donc, c'est-à-dire, le deuxième, c'est un manuscrit de l'Ash'ari Mohamed Ben Youssef Snoussi, et le troisième, c'est quand même un manuscrit de Mohamed Ben Slimane al-Jazouli, célèbre pour son ouvrage Dala'il al-Khayrat. Et ça a été découvert donc sous l'initiative de la Bibliothèque nationale, comme Arlisen, voilà, qui est en collaboration de la direction de la culture et des arts de Arlisen. On fait un travail de recherche sauvegarde, de recherche minutieux.
sur le Khzaïn, qui sont ces sortes de réserves familiales gérées par la famille Habib pour ce qui est de cette ville de Relizane, à Al-Qal'a, sur ce qu'on appelle Dabba. Oui. Et donc c'est primordial pour le patrimoine parce que c'est des manuscrits qui sont des chroniques et des pensées, des recueils de textes qui parlent du patrimoine séculaire. Et c'est l'identité de l'identité, notre pays. C'est aussi là, on est surtout aussi sur une identité maghrébine, andalouse. Donc tout cet héritage est important car il est, comme on dit, en temps réel. Il nous parle en réalité en temps réel de ce qui se passait, oui. de la pensée de l'époque. C'est donc très. Des recherches, des notes, bien sûr, de la population locale. Et c'est grandement scientifique, spirituel, religieux, voilà. D'ordre quotidien, toutes ces choses-là sont des chroniques en général, oui. Qui vraiment nous traduisent bien les mœurs de l'époque, mais aussi de toute la pensée qui régnait à l'époque. Donc c'est grandement historique et d'une valeur inestimable. On connaît bien sûr les manuscrits d'autres régions, hein, mais celle de Relizane un peu moins. Oui, un peu moins, et surtout qu'il y a des grands savants. Hein, les savants, ils sont quand même très connus et très importants. Prolifiques aussi. Pour l'époque, et donc prolifiques. Donc c'est très intéressant d'aller à la redécouverte d'autres manuscrits qui, je suis sûr, auront leur portée sur le... Parlant d'héritage, encore une fois, je voulais vous parler d'Ayoub. Oui, vous connaissez Ayoub? Oui, j'ai vu un peu sur les réseaux. Ah bon? Ils ont publié des photos, ils ont publié... Ah, moi, j'ai sauté à la pièce directe. Toi, tu parlais du personnage. Ouais. Oui. Alors rien. On ne peut pas faire pardon, non, voilà, pardon. D'attirer un peu nos spectateurs. Pardon. Avec moi, tu peux, hein, Djawdet. Pardon. Voilà, je suis complètement déconnectée. Vas-y, dis-moi. Samira, je suis un peu triste de vos spoilers. Samira, c'est une bonne journaliste. Elle est bonne élève, n'est-ce pas? Bien, moi, j'ai toujours étudié à côté du chauffage, donc il n'y a pas de souci. À la bougie. Ça. Voilà. Donc, donc Ayoub, le Janaz Ayoub, c'est vraiment la pièce à succès du moment, mise en scène par Ahmed Rezzag. Alors, lui, quand vous allez au théâtre, il est excellent. Il a commencé, ça fait plus d'une semaine, c'était l'avant-première, la générale de cette pièce. Ensuite, elle a été jouée le week-end dernier au Théana, donc devant un public... c'est toujours complet. C'est magnifique, de toute façon complet, voilà. Et donc, il s'agit de quelqu'un, Ayoub, notamment, le personnage qui est Hani Mahfoud, c'est le comédien donc, principal de cette pièce, qui est un peu le fil rouge, et puis aussi un peu... le coryphée, c'est-à-dire ce que Lula avait instauré comme le Gouel, qui devient le coryphée, qui casse les codes du théâtre aristotélicien. Là, Ahmed Rezzag, la moindre des choses qu'on dit, c'est qu'il s'est éclaté sur scène. Ça, c'est incroyable, parce qu'il y a une distribution phénoménal sur scène. Ça commence par une sorte de dépouille qui est posée sur un catafalque. Oui. Et des femmes, une flopée de femmes, une vingtaine de femmes qui pleurent sur scène tout en noir. La scène est complètement surréaliste. Et puis elle se fige et vous avez un personnage qui sort de la dépouille, mais on sent qu'il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Et il commence à se poser des questions sur la mort. Donc Ahmed Rezzag, dans Janaz Ayoub, fait l'exercice de nous parler de la mort d'une manière complètement rigolote, complètement décomplexée.
Et il commence son récit et on va réaliser que ce Ayoub est marié avec 4 femmes plus une. Donc c'est humoristique. Plus une parce que la 5e, c'est celle qui voulait lui donner un enfant. Donc il a 4 femmes qui lui donnent que des filles. Oui. Et si on fait le calcul à 5 filles par femme, vous avez un peu tout le casting, toute la distribution sur scène avec des scènes vraiment savoureuses où toute cette smala va essayer de choper l'héritage, ce fameux héritage de Ayoub. Et lui, il voit tout. Il entend. Et il voit tout, il entend tout, il accompagne, entre guillemets, ces scènes inénarrables qui vont, au fur et à mesure, tourner à un débat sur le patriarcat. Lui, il voulait avoir un enfant, il prend cette cinquième femme qui va lui donner, entre guillemets, un garçon, ce qu'il attend depuis longtemps. Il va faire un garçon par procuration parce qu'il y a une fille qu'il appelle Jafar qui est d'une beauté extraordinaire mais qui se balade toujours en short de foot et ça va vraiment, et c'est du vaudeville, c'est de la vraie commedia dell'arte. Et à un certain moment, la scène va tourner, ne vous inquiétez pas, je vous ai raconté le quart de la moitié de cette, parce que c'est un spectacle à temps complet, et ça va tourner donc du noir du début vers, ça va vraiment partir en désordre. Et c'est un spectacle complet, c'est-à-dire que ça va tourner à la comédie musicale, au procès de Kafka, version très colorée, et tout un débat. C'est un spectacle complet. Là, je vous dis, le Hamder Zeg avec tous les comédiens, c'est-à-dire Hamid Achouri, Linda Sallam, il y a vraiment une distribution de dingue, quoi. C'est une pièce à voir. C'est une pièce qui va être toujours programmée. Donc le 12 décembre et le 13 décembre à 18h. Et aujourd'hui, vous allez sur la page du TNA, donc vous réservez vos billets avec un QR code. Voilà, c'est-à-dire que même si vous ne vous déplacez pas, vous aurez vraiment la chance. C'est hyper moderne aujourd'hui, organisé. Donc, et puis, vous avez tout le programme du mois. Donc, le TNA aussi aujourd'hui, c'est un nouveau théâtre à découvrir. C'est un nouveau théâtre complet, spectacle donc, complet, voilà, du vaudeville. C'est noté. Le Janaz Ayoub. Il faut l'avoir à tout prix parce que c'est vraiment, vous allez vous régaler. Alors, on va continuer. Et donc, on va faire escale maintenant un peu à Narwat, mais au Caravansérail. C'est-à-dire, on va visiter un peu Narwat à travers des travaux. Donc, Caravansérail, c'est une sorte d'îlot, Flachour, qui n'est pas très loin d'Alger, donc, et qui présente d'une manière très éclectique beaucoup de travaux. Alors, vous avez du design de meubles entre modernité et tradition. C'est une galerie. C'est une galerie sur 2 niveaux et demi, parce que vous avez, au 2e niveau, vous avez déjà notre Elle est en bord de route. Elle est en bord de route, donc très facile à découvrir. Et Caravansérail, c'est une sorte il y a une sorte de typo et d'écriture qui est particulière. Ils ont choisi Caravansérail. Ce n'est pas la vraie orthographe, donc c'est le logo de cette galerie. Très, très accueillante et très, très atypique parce que vous êtes accueillis comme ça, comme si vous étiez dans une sorte d'oasis avec un bon petit thé à proximité, une discussion vraiment très, très informelle. Et avec beaucoup de travaux exposés sur place. Vous avez notamment donc Driss Dorman, vous avez le Jama, Samir El Jama qui présente ses photos, des livres, vous avez des poèmes, des poésies, des tapis. C'est un accueil pour tous les artistes. Voilà, pour tous les artistes. Et là, en ce moment, il y a vraiment une très très belle exposition, une foison de peinture du peintre autodidacte d'ailleurs, Omar Rahmani, natif de Narwat, qui vient avec un regard anti-orientaliste.
mais en même temps, il utilise les codes de l'orientalisme avec des immenses plages de couleurs pastel, flashy. Oui, très, très pop, pop art, néo-pop art d'ailleurs, beaucoup d'acrylique, des scènes. Il met en dérision en réalité cet orientaliste qui était voyeuriste, paternaliste, qui nous présentait tous comme des pauvres airs perdus au milieu des oasis. Là, lui, il est complètement joyeux, éclaté. C'est un anti-Fromentin de Sauf que Fromentin a fait du bien. Alors. Voilà. Non, c'est-à-dire que les orientalistes anglais, par exemple, en Algérie, n'ont pas eu ce regard. Donc, ils avaient juste un regard, entre guillemets, documentaire et tout. Mais d'autres ont fait du mal, parce qu'ils ont présenté leur regard. Là, donc, on parle de Omar Hamani, et non pas de Fromentin, avec une vision complètement novatrice. Il a des plages de couleurs très audacieuses. Il casse tous les codes cette narration un peu trop poétique. Lui, il n'est pas du tout dans une vision intellectualiste comme ça. Il présente les choses comme elles sont. Et il ose même sur ses portraits, parce que lui, il a fait des paysages, il a fait des scènes du quotidien, il a fait des portraits. Sur ces portraits, par exemple, vous avez un regard avec des yeux immenses. Non, c'est-à-dire qu'il utilise les codes de la bande dessinée, un peu manga, un peu. C'est un peu graphique aussi. Il est très graphique. Et justement, son talent, c'est de présenter des choses d'une manière très composée. Il dessine, il maîtrise le dessin à merveille, mais aussi les compositions. Donc, vous avez par exemple les rues, il présente des grandes masses de couleurs et ça suffit à vous donner une profondeur. C'est un artiste. C'est vraiment un artiste. Là, on voit donc Driss Dorman qui est aussi très, très coloré dans son genre, très, très structuré, très bien composé. Donc, le chef de file, si vous voulez, de cette exposition, c'est Omar Hamani, donc avec un excellent catalogue qui accompagne son travail, à peu près une soixantaine de travaux, de petits, grands, moyens formats. Donc aussi à voir à tout prix, parce que l'escale pour Omar Hamani est vraiment à voir. Et puis allez, vous allez aussi vous régaler de plein d'autres choses. On termine ? On termine. Ça y est. Eh ben, en tout cas, c'est une belle destination avec donc ces belles présentations, et ça donne envie en tout cas d'aller du côté donc de la galerie Caravansérail. Merci. Et d'aller à l'Orwat aussi. Oui. Bien sûr, à l'Orwat aussi, et même à Lazare Lapter ne serait pas loin. De belles choses. Ah oui, il nous invite tout le temps. Donc. Voilà. Donc Samira, on va parler bien sûr de ce beau livre tout de suite, juste après cela, n'est-ce pas? Oui, moi on y va. Voilà, Coutume et patrimoine aujourd'hui va nous emmener à la découverte d'une belle poésie. Oui, découverte ou un peu plus de découverte. Flab, notre collègue l'a présenté pendant le salon du livre, je crois, ou juste après. C'est une œuvre qui mérite qu'on revienne dessus. C'est un conte de Daniel Jemila Amran Min. On la connaît. Tout le monde la connaît sous le nom de Daniel Min. Tout le monde la connaît et grande majorité. Doit la connaître. Et même ceux qui ne la connaissent pas, même ceux de cette génération, les plus jeunes, même s'ils ne la connaissent pas, ce livre est un excellent moyen de la connaître. Découvrir. C'est un conte, ça s'appelle un couscous de rêve. Un couscous de rêve, voilà. C'est un conte, mais à la base, c'est un poème qu'elle a écrit. Alors, Jemila, c'est son nom de guerre. C'est un nom qu'elle a adopté juste après l'indépendance, après sa libération, après la signature des accords d'Évian. À la base, c'est Daniel Min. Elle est arrivée en Algérie quand elle avait 8 ans. Elle a accompagné ses parents. Et quand elle arrive en Algérie, elle découvre une vision, on va dire, dramatique, une grande souffrance, une douleur du peuple algérien. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va détester l'injustice et elle va bien sûr rejoindre dès l'âge de 16 ans, donc une adolescente, les rangs du FLN, du Front de Libération Nationale, et elle va être ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui une porteuse de valise. Voilà. C'est la fille de Jacqueline Gueroja, c'est-à-dire le combat. Elle a le combat dans le sang. Voilà, c'est ça. Donc, sa mère va se remarier quand ils vont s'installer ici. Plus tard, elle se remariera avec Abdelkader Guerouj. Tous les deux vont être arrêtés
expulsés. Donc ce travail, cette activité, ce militantisme, elle l'a certainement hérité aussi de sa mère, de Abdelkader Gurouj. Et donc elle va être rattrapée. Elle va être rattrapée donc par l'armée coloniale et elle va être emprisonnée. On ne peut pas détailler la souffrance, la douleur qu'elle a elle-même ressentie, c'est-à-dire de cette incarcération, du moyen, des tortures, de la violence, de son emprisonnement avec ses sœurs, parce que ce sont des sœurs, c'est comme ça qu'elles se présentent. Avec Djemila Boubacha, c'est la même époque, en 1957. Elles sont à Serkadji, elles sont avec Anna Grecki aussi. D'où le film Barbarousse, mes sœurs. Voilà, exactement, par exemple. Donc, même Anna Grecki a écrit beaucoup, elles ont beaucoup écrit. Durant leur incarcération. Exactement. Ça a été un moyen d'exulter peut-être cette douleur parce qu'elles ont gardé jusqu'à la fin de leur vie, parce qu'elles sont décédées, par exemple, toutes les deux, Anna Grecki juste après l'indépendance et Danielle Mine en 2017. Elles ont gardé cette pudeur, leur souffrance, elles n'ont pas hurlé, elles n'ont rien dit. Elles étaient heureuses en 1962, le 5 juillet, quand il y a eu l'indépendance. Elles avaient cette ferveur, comme tout le peuple algérien, de construire le pays, de contribuer à son édification. Elle a fait partie de la première promotion des universitaires. Elle a été historienne au même titre que Essia Djebbar. Toutes les deux, elles sont nombreuses, ont voulu étudier parce qu'on rappelle que pendant 5 générations, au savoir et l'éducation. Plus de 5 générations, les Algériens n'ont pas pu accéder à l'école, à l'université. Alors là, l'université, c'est quelque chose d'impensable. Et donc, elle va faire un travail excellent déjà pendant sa thèse. Elle va interviewer 88 combattantes algériennes. Donc c'était le sujet de sa thèse. Elle l'a édité en livre chez Barzakh Éditions. Ça s'appelle Les femmes dans la guerre d'Algérie. Et on a ce récit, c'est le récit de la mémoire, c'est le récit de la souffrance, de la douleur, de la guerre, de la colonisation. Et Djemila Amran, Mine, elle voulait en fait aussi décoloniser, que ce soit dans sa souffrance, mais aussi dans le quotidien des Algériens. 132 ans de colonisation, c'est pas ça ne s'efface pas aussi facilement. Exactement, il y a des traumatismes, il y a une violence. Donc ce conte, c'est l'un des poèmes qu'elle a rédigé, on va dire, pour exulter un traumatisme, mais il y a de très très belles illustrations qui ont été faites par l'artiste, pour moi c'est des artistes, Hélène Vincent, qui apporte de la douceur, de la couleur, le rouge pour la souffrance, le vert pour la lutte, pour le sang en fait, le rouge. Mais avec un personnage, le sultan, c'est des rêves de construction, d'édification, c'est de l'espoir. Voilà, elle a voulu de l'espoir, elle a voulu du bonheur pour l'Algérie. Elle fait partie de toutes ces personnalités algériennes du peuple. En tout cas, ça donne envie d'aller lire à travers les pages de ce bel ouvrage. Voilà, donc le but c'était de le traduire. Il y a la version qui est sortie en France et il y a une version qui est sortie aussi chez Barzakh Éditions. Elle est en arabe, il voulait sa fille. Alors sa fille qui s'appelle Amina Amran, qui est la directrice éditoriale de l'ouvrage, elle voulait que ça soit accessible au moins dans les deux langues. Donc en français pour les Algériens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et pour les Algériens ici, que ça soit fait dans la langue nationale, l'une des langues nationales. Elle a voulu que ça soit plein de couleurs. Alors c'est un ouvrage qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants, avec un sujet qui est tabou, celui de la violence, des traumatismes de la guerre. Il y a un passage que tu aimerais nous lire? Non, je voudrais d'abord, j'ai dit non, t'as vu, j'aurais dû dire oui. Non, je sais pas pourquoi j'ai dit non. J'ai eu peur que tu me dises, il n'y a pas assez de temps. Oui, non, tout le livre tout le conte est un. Très bien. Je voudrais. On va le voir. Je peux le montrer? Non, vas-y, je te le donne. Vas-y, montre-le. Bon, alors, c'est un livre qui a été fait par, on va dire, ce sont des poèmes qui ont été recueillis par Denis Barat. Ça s'est fait il y a. Montre-le nous. Oui, comme ça. Voilà. Je sais pas si on le voit. C'est ça, on va le voir. Non, on va le voir. Donc, c'est un recueil où on retrouve les poèmes. Très bien. De Djemila Amran. D'accord. De Djemila Amran.
et de beaucoup d'autres. Les illustrations ont été faites par l'artiste Bélanteur, c'est l'artiste du signe au même titre que Mohamed Khadda. C'est aussi une partie de la lutte, du travail, de la contribution des artistes à l'indépendance et à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà, on retrouve plein de poèmes. On trouve notamment le poème de Bokala que Christiane Chollet a... Christiane Chollet, on la connaît, c'est la maman de Luc d'abord. Et pour elle, ça a été le plus beau, c'est l'un des plus beaux poèmes écrits sur l'Algérie. Et c'est Jamila Amran qui l'a écrit. Donc, oui, alors la poésie, ça fait partie aussi du combat pour l'indépendance d'Algérie. Ça raconte l'histoire, l'histoire de l'Algérie, de la mémoire. Et c'est tout le but de cet ouvrage. Voilà, de cet ouvrage. Merci beaucoup, Samira. Oui. Alors, il faut l'acheter, ça se vend. Hein, il est même celui-là, même s'il date bien sûr, dans voilà, toutes les bonnes librairies. Il faut les acheter. Parfait. Merci pour cette belle histoire et surtout cet hommage à toutes ces dames, les Djamilates, comme vous aimez les Djamilates, les pas appeler. que, il y a aussi d'autres poètes. Hein. On retrouve Kateb Yassine, on retrouve tous les poètes qui, d'une particulièrement manière ou d'une autre, en tout cas, il y en a beaucoup. Ils sont réunis dans un même ouvrage avec de très belles illustrations, celle-ci. Et Barlas, la deuxième plus. Merci beaucoup, bonne journée. Moi, j'aurais pas lu le poème. Vendredi, Inch'Allah. En tout cas, bonne journée. Bonne journée à toi, bonne journée à Jawdet. Bonjour. Et puis, on reste dans l'univers, bien sûr, de la culture. Et bien sûr, j'imagine que vous avez peut-être été à un beau spectacle, en tout cas, qui a été délocalisé ici en Algérie. C'est les Arènes donc, de Vérone qui sont venus à l'Opéra d'Alger pour un très, très beau spectacle. C'est vraiment une découverte avec des chants lyriques, avec aussi des sopranos, des belles voix, en tout cas. Regardez, c'est un reportage signé Linda Teboul. Ce vendredi soir, l'Opéra d'Alger Boualem Sayah a vibré au rythme des grandes voix de l'opéra italien. Dès l'ouverture des portes, le public afflue. Familles, mélomanes, étudiants, passionnés de culture, tous viennent assister à une soirée exceptionnelle. Dans la salle, l'ambiance est calme, élégante. Les spectateurs s'installent, prennent des photos, échangent quelques mots avant que les lumières ne s'éteignent progressivement. La soirée s'ouvre avec l'entrée de la pianiste italienne Cecilia Gazdia, accueillie par des applaudissements chaleureux. Avant le début du concert, une courte vidéo projetée sur scène présente la ville de Vérone et le lien culturel entre l'Italie et l'Algérie, rappelant la collaboration avec la fondation Arena di Verona. Puis, place au spectacle. 4 artistes de renommée internationale montent sur scène. Ils interprètent des airs emblématiques de Verdi et Puccini. La Traviata, Aïda, la Bohème ou encore Tosca. Le public écoute en silence, parfois ému, parfois surpris par la puissance des voix et la finesse du jeu musical. À la fin du concert, la salle explose en applaudissements. Ovations debout, rappels répétés, les artistes sont acclamés par un public conquis. La population qui est venue assister a vibré. Et il y a eu comme un amour de l'opéra italien, qui nous a été révélé ce soir. Merci à tous les organisateurs. C'était sympathique.
Et au-delà de ça, c'était merveilleux parce que je ne m'attendais pas, je suis arrivée aujourd'hui, j'ai fait un long chemin pour arriver jusqu'à Alger, donc, mais ça valait le coup de traverser l'Est algérien pour l'opéra. J'ai passé une incroyable soirée, malgré que j'ai l'habitude. C'était un plaisir de passer cette soirée incroyable avec de véritables chanteurs italiens. C'est une première, oui. C'est une belle expérience justement, c'est une belle première expérience parce que ça encourage aux prochaines. Verona, venu roi d'Italie bien sûr, pour rendre hommage. On va commencer tout de suite bien sûr. Les organisateurs, visiblement touchés par le succès, confient leur surprise face à l'affluence et leur volonté de renouveler l'expérience. Pour eux, cette soirée marque une étape importante dans la coopération culturelle entre l'Algérie et l'Italie. Pour nous, les avoir ici à Alger ce soir, c'était une occasion vraiment spéciale. Nous savons combien nos amis algériens ont un amour spécial pour la culture italienne et donc nous sommes très heureux de leur avoir donné l'opportunité ici d'avoir un avant-goût de la saison estivale de la Fondation de la Reine de Vérone. Pour nous, c'est une page importante aussi de la coopération entre l'Italie et l'Algérie, de notre amitié. L'accueil du public et la réponse du public était exceptionnelle. On était tous ravis de voir aussi la vente de billets qui a été si rapide. Tout le monde donc le public nous a montré qu'il était très intéressé et a participé, a aussi, en dépit de la connaissance de la barrière linguistique, ils ont tout de suite compris la musique et les jeux des chanteurs et des chanteuses. Donc la réponse exceptionnelle du public algérien nous donne encore plus d'énergie pour entamer de nouveaux projets, et toujours en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts et avec l'Opéra d'Alger. Une soirée d'art, d'émotion et de partage qui confirme une nouvelle fois que l'Opéra d'Alger est devenu un véritable pont entre les cultures. Voilà, en tout cas, un très beau spectacle. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, on continuera à vous donner, bien entendu, les rendez-vous. Nous allons parler tout de suite santé avec une bonne nouvelle, surtout pour la santé et surtout la lutte contre le cancer, avec une dame qui se bat au quotidien pour la lutte contre le cancer. Avec nous, Madame Hamida Keta, bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous. On a coutume de vous recevoir en général au mois d'octobre. Octobre rose. Oui. Mais là, vous êtes sur différents fronts. On n'arrive plus à vous suivre. Lahiberg. Alors, vous êtes pour dire que finalement, toutes ces personnes qui sont là à vos côtés se battent au quotidien et surtout rendent les choses plus agréables. On ne va pas dire agréables, mais plus… moins pénibles. Moins pénibles, voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, vous êtes aujourd'hui la présidente de l'Union des organisations africaines contre le cancer, en plus donc de l'association de la présidente dans l'association l'AMEL. Vous êtes aussi présidente de la Fédération algérienne des associations de lutte contre le cancer. Oui. Et vous avez donc plusieurs actions. Entre autres, vous avez donc créé cette union ici en Algérie. Elle a été créée ici en Algérie en février 2025, c'est ça? Tout à fait. Ça va bientôt faire une année? Exactement. C'était lors du premier congrès patient, le 4 février, la journée mondiale du cancer. C'est ça. Et c'était sous l'égide de Monsieur le Président de la République. Avec bien sûr 14 nations africaines, 16 nations, pays. Voilà, qui sont venues en Algérie justement pour faire partie de cette belle union africaine. Pour la santé. C'est les mêmes objectifs, au fait, c'est le même combat et tout. Et on voudrait changer la réalité du cancer en Afrique. Tout à fait. Et à la suite de cela, il y a beaucoup de choses qui se sont faites et qui continuent à se faire, entre autres cette formation qui nous réunit aujourd'hui. Donc on va présenter nos invités, on commence par les dames chez nous. Alors, Madame Souadago, c'est ça, Souadago Aguiratou, bonjour, oui, bienvenue. Bonjour, merci. Bienvenue parmi nous, vous êtes la directrice générale de la coalition burkinabé contre le cancer. Oui. Et vous êtes là pour 2 semaines donc, de formation ici en Algérie. Oui. Bienvenue. Merci. On va présenter aussi M. Aka Hervé. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous aussi, vous êtes le secrétaire général, donc le sous
secrétaire général. Secrétaire général de la coalition ivoirienne contre le cancer. C'est Vous bien aussi, ça. ça fait donc une semaine déjà que vous êtes là. C'est ça. Pour une formation de 15 jours. C'est bien ça. Et c'est pas la première fois que vous venez en Algérie, vous me disiez. C'est la deuxième fois. Voilà. Nous étions là pour la création de l'Union africaine des organisations de lutte contre le cancer. Oui. Et nous revenons pour un stage d'apprentissage auprès de l'Algérie sur sa stratégie de lutte contre le cancer du col de l'utérus. C'est ça, parce que c'est bien sûr en point de vue donc, de stratégie, c'est un exemple aussi au niveau africain. Et bien entendu, c'est une occasion pour justement les membres de cette union de venir faire des formations. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un projet qui a été mis en place par l'Union internationale contre le cancer. Oui. On est membre aussi représentant l'Algérie à l'Union internationale contre le cancer. En fait, c'est un projet PIR. Ça veut dire c'est un projet d'échange et expertise entre pairs. Et là, c'est au niveau de l'Afrique francophone. Et l'Algérie a été retenue justement comme pays formateur parce que nous avons beaucoup avancé sur le plan de la lutte contre le cancer du col. Oui. Nous avons une belle expérience. Nous avons un programme national maintenant. Et voilà, nos amis du Burkina et de la Côte d'Ivoire sont venus justement par le biais de l'UICC pour s'imprégner un peu, pour voir un peu l'expérience de l'Algérie. Exactement, se former et partager au fait nos expertises, nos expériences pour lutter efficacement contre le cancer du col. Et la lutte est commune, hein, vous le disiez tout à l'heure, c'est important pour une santé, c'est la santé bien sûr des êtres humains. Alors c'est important. Alors on va parler donc avec vous donc, de votre participation à cette formation. Ça fait déjà une semaine, depuis une semaine, comment ça s'est passé? Ok, la coalition avec l'Union européenne, l'Union internationale du cancer, de lutte contre le cancer du col. Le cancer a pu vraiment, avec la collaboration avec l'Algérie et le Burkina, pour pouvoir voir les bonnes pratiques et l'expérience qui se trouve en Algérie, qui sont un peu en avance avec le Burkina, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le cancer et voir l'éradiquer. Et on a vu que vraiment l'Algérie, ils sont beaucoup en avance par rapport à notre pays. Et les bonnes pratiques, la manière du dépistage, le traitement, les soins, et par rapport à la prise en charge, et c'est pour ça qu'on est là, pour vraiment prendre ce qui est vraiment, qui va nous aider à vraiment avancer sur le cancer du col. Prendre des raccourcis surtout, ne plus avoir à perdre de temps en essayant de faire des recherches, en essayant donc bon les recherches c'est toujours bon, mais en essayant donc d'aller plus vite, aller vers les trajectoires assez rapides dans la guérison. Alors c'est vrai qu'il y a donc des communications autour de ça, autour de cette formation. Comment ça se passe? C'est des médecins, c'est des oncologues qui viennent? Alors oui, au fait on a programmé un peu de tout pour voir vraiment tous les volets nécessaires justement pour avoir une idée déjà de la stratégie de l'Algérie. D'ailleurs, ils ont eu une formation sur tout ce qui est communication et stratégie. C'est ça. Aussi, vous en êtes un bel exemple. Hein? Ah oui, exactement. De communication. Oui. Alors, ils ont eu aussi une expérience au niveau du service de la cytopathologie de l'hôpital Parnay, une journée avec le professeur Yahya, une formation pour voir de près comment ça se passe, ce qu'on appelle le diagnostic cytopathologique sur place. On a eu aussi une belle présentation, une formation avec Dr Wali, qui est chargé justement du programme national de lutte contre le cancer. Il est directeur de la population au niveau du ministère de la Santé. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, nous avons une formation et une réunion de travail avec professeur Bouamara, qui est directeur général de l'INSP. L'INSP, ils font beaucoup, d'ailleurs, ils sont en charge ce qui est formation et stratégie de la lutte contre le cancer du col en Algérie. Au fait, on essaye un peu de voir tous les volets. Ils ont assisté, par exemple, une journée à la RCP de la gynéco, là où ils traitent les dossiers du cancer du col pour avoir une décision collégiale, parce que vous savez, des fois, dans certains pays, comme par exemple le Burkina, ils n'ont pas en fait, l'RCP, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire, là où la décision thérapeutique est donnée. La décision n'est jamais, c'est pas un seul médecin qui... Voilà, une seule personne, c'est pas un seul médecin, mais plutôt c'est une décision collégiale et tout. Il y a le radiologue, le gynéco, le chirurgien et tout. Une prise de décision concertée. Tout à fait, c'est concerté. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça. C'est très important, justement. On appelle, c'est une réunion de concertation pluridisciplinaire, une RCP. Alors d'ailleurs, c'était une expérience pour le Burkina de voir de près l'importance justement de prendre la décision
en RCP et l'apport de cette RCP. D'ailleurs, ils ont passé une journée avec le professeur Chekman et son équipe au niveau du CPMC pour voir un peu la RCP, comment ça se passe. Voilà. Alors, Monsieur Hervé, de votre côté, vous aussi, donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, là aussi, il y a un système de santé. Chaque système de santé est différent hein, dans chaque pays, principalement, j'imagine. Et l'expérience de l'Algérie peut-être calquerait aussi bien à l'expérience de votre pays? Oui, tout à fait. Ben, il y a des différences par endroit. Oui. Et c'est d'où l'objet de notre présence ici, pour voir ce qui est bien fait en Algérie et essayer de calquer au niveau de la Côte d'Ivoire. La littérature nous a permis de voir qu'il y a quelques années, le cancer du col de l'utérus était à un certain niveau, était parmi les 5 premiers cancers au niveau de l'Algérie, mais aujourd'hui, il n'y figure plus. Oui, voilà. Donc c'est une réalité. Tu montres que l'Algérie a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir atteindre ce beau résultat. Donc aujourd'hui, c'est comment faire nous aussi, comme l'Algérie, nous inspirer de l'Algérie pour que dans 2 ans, dans 3 ans, le cancer du col de l'utérus ne soit pas une fatalité. Tout à fait. Aujourd'hui, voilà, combattre cette fatalité en échange bien sûr d'expériences à travers les différents pays bien sûr de l'Union. Travailler dans ce sens, toujours pour aider les autres, surtout à s'en sortir. Voilà. Effectivement. Donc, quels sont les leviers que l'Algérie a utilisés? On a vu la formation, on a vu l'équipement. Donc, aujourd'hui, pour nous, ce sont des leviers sur lesquels il faut agir dans nos pays. Donc, la formation, l'équipement. On a vu aussi l'aspect social qui est très poussé au niveau de l'Algérie. Voilà, la vulgarisation aussi, c'est un chapitre très, très important. Bien sûr, la communication, voilà, on a vu l'importance de la communication aussi au niveau de la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Algérie. Donc, ce sont des éléments que nous allons, certaines choses ont commencé à être faites déjà au niveau du pays, mais nous allons les amplifier parce qu'on a vu leur impact au niveau de l'Algérie. Donc, on va les amplifier. Ce qui n'a pas encore commencé, on va commencer à faire. Et puis, toujours s'inspirer du modèle algérien. Travailler sur la prévention? Oui, voilà, la prévention et la vaccination, par exemple, que nous, on a commencé déjà. C'est vrai. Voilà, donc, on va continuer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a vu que l'Algérie est en train d'étendre vers la vaccination aussi. Donc, ça veut dire que nous, chez nous, on doit continuer à faire la vaccination. Oui, contre le cancer, du col de l'utérus. Voilà. Après, on a vraiment été impressionnés par ce qui a été fait en Algérie, des unités de dépistage un peu partout, sur toute l'étendue du territoire algérien. Donc, ce sont des modèles que nous aussi, nous allons implémenter chez nous. Voilà, déjà faire une fois au pays, faire un compte rendu. Bien sûr. Et puis, en fonction des réalités, aussi bien financières, et tout, financières aussi au niveau de la formation, voir qu'est-ce qui peut être fait maintenant. Est-ce qu'on a besoin de l'Algérie pour faire des formations? En ce moment, on reviendra vers l'Algérie pour la formation. Est-ce que des équipements, est-ce que l'accès aux équipements est plus accessible au niveau de l'Algérie? On pourra s'inspirer ou encore nous appuyer sur l'Algérie pour acquérir certains équipements, pour développer aussi cette facilité de dépistage pour que, à terme, le cancer ne soit plus cancer du col de l'utérus. Ce ne sera plus une fatalité comme vous disiez tout à l'heure. En tout cas, c'est un bel échange d'expériences à travers nos pays, les pays de l'Afrique, bien entendu. Vous êtes aussi souvent sur nos plateaux pour essayer justement de combattre toutes ces maladies. Hein. C'est une maladie qui fait peur toujours aujourd'hui, encore aujourd'hui, malgré que l'avancée, bien entendu, de la recherche, de l'éradication de certains cancers arrive à leur fin, donc tant mieux. Surtout pour le cancer du col ML, c'est un des cancers qu'on peut éviter par excellence. On peut ne pas avoir d'emblée et stopper l'arrivée d'un cancer du col parce que ça commence avec une infection HPV et ça prend minimum 9 ans pour devenir cancer. Alors si on a justement cette culture sanitaire, si on arrive à faire le dépistage à temps et tout, ça veut dire qu'on ne va pas avoir le cancer. Exactement, ça veut dire que c'est possible de faire beaucoup de choses parce que c'est, par exemple, en fait, contrairement par exemple au cancer du sein, il n'y a rien qui peut éviter la survenue d'un cancer du sein. On peut juste surveiller sa survenue, mais contrairement au cancer du col, exactement, et nous, voilà, justement, dans notre programme national, d'ailleurs, on fait beaucoup de dépistage pour le cancer du col. D'ailleurs, nous avons plus de 284 unités de cytologie qui sont sur le territoire national. D'ailleurs, l'expérience, en fait, l'idée qui est très bien justement pour renforcer un peu les équipes en Afrique, c'est au début pour les gens qui faisaient en fait les formations pour
la cytopathologie, pour le dépistage cytopathologique. Il n'y avait que les médecins qui étaient en charge de ça, mais maintenant la formation est étendue. Maintenant, ils forment les biologistes. Oui, voilà, c'est les biologistes maintenant qui sont en charge. Le personnel médical aussi. Exactement, ça c'est extraordinaire. Nous avons plus de 2000 biologistes maintenant, plus de 608 screeners qui sont répartis sur le territoire national. Et après, tout à fait. Oui. Et en plus des campagnes que vous faites régulièrement. Alors, par exemple, pour Octobre Rose, vous avez fait donc toute cette publicité. Ça fait quelques années déjà, ça a pris une ampleur extraordinaire. Tout le monde s'y met, tout le monde participe à Octobre Rose, bien sûr, pas qu'avec les rubans, hein, bien entendu, qu'avec bien d'actions au niveau donc des cliniques, au niveau donc de la télévision aussi, qui a pris part les radios, tous les médias. On vous accompagne pour ces campagnes de sensibilisation, de dépistage. Il y a eu cette belle initiative avec comment on appelle ça, la prise de frottis aussi, qui combat, c'est une forme aussi de prévention. Tout à fait. Alors aussi, par rapport au frottis, par rapport au dépistage du cancer du col, il est aussi recommandé à partir du mariage, une année après le mariage, jusqu'à 65 ans. Il faut le faire régulièrement. En fait, c'est une fois, on fait le premier frottis une année après le mariage. Si c'est bon, on refait dans une année. Si c'est bon, c'est chaque 3 ans qu'on refait. C'est rien du tout. Et ces données, en fait, on a accès à tous les, en fait, sur tout le territoire national. Il y a des unités partout, et puis c'est un accès gratuit. En fait, des fois, cette opportunité, on réalise pas un peu l'ampleur de la chose, cette gratuité, et vous pouvez demander à nos invités, parce que tout est payant, par exemple, dans leur pays et tout, en fait, pas en termes de dépistage et tout, mais pour l'accès au traitement et tout, l'accès aux soins et tout. Alors, pour dire que c'est vraiment une opportunité, si vous avez, en fait, cet accès gratuit pour les soins, pour la prise en charge et tout, faites-vous dépister, c'est important et tout, parce que c'est un des cancers qu'on peut éviter. D'ailleurs, il y a un travail énorme qui a été fait par le ministère de la Santé, l'INSP, dans ce sens, pour faire reculer. Et d'ailleurs, comme a dit Hervé, aujourd'hui, à la dernière réunion du registre des cancers, qui était le 28 octobre, qui est la journée nationale du registre du cancer, et ben sur les 5 premiers cancers les plus répandus en Algérie, on ne retrouve plus le cancer du col. Alors qu'il fait quelques temps, il était deuxième. En fait, il y a plus de 15 ans, il était premier même. Mais maintenant, quelques années, il était deuxième position après le cancer du sein. Vous imaginez. Et maintenant, il ne figure plus parmi les 5 les plus... Et c'est extraordinaire. Alhamdoulilah. Alors, on va donner donc un dernier mot peut-être à notre invité qui participe à cette formation. Donc, il vous reste une semaine encore de formation. Oui, il nous reste une semaine de formation. Mais franchement, on a beaucoup appris avec l'Algérie, parce qu'on a reçu beaucoup de formations, de plaidoyer sur le col de l'utérus. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Algérie, le dépistage, en première intention, fait la frottis. Le frottis qui n'est pas... au Burkina, nous, on fait l'infection visuelle de l'acétyl et de l'ugol pour le dépistage de première intention. Mais en Algérie, c'est le frottis qu'ils utilisent, et on voit que le frottis marche plus que l'IVA, parce qu'avec le frottis, ils ont pu faire reculer le cancer du col. Et vraiment, c'est une bonne pratique que vraiment on va aller essayer avec la collaboration avec l'Algérie, pour voir si on peut vraiment avoir ces appareils, parce que on n'a pas beaucoup de biologistes, et puis on n'a pas beaucoup d'appareils aussi dans toute l'étendue du territoire. Et si on peut vraiment acquérir du matériel pour pouvoir commencer le frottis, qui peut vraiment peut-être nous aider aussi à faire reculer le cancer du col. On espère en tout cas. Oui, parce que chez nous, le frottis, c'est carrément vers les femmes en ménopause, et c'est un peu cher chez nous, donc ce qui fait qu'on fait ça, c'est pas en première intention, c'est l'acétyl on fait premièrement pour faire le traitement. En tout cas, bonne chance pour la suite donc, de la formation, encore une semaine ici en Algérie. Bienvenue encore chez nous, et on vous souhaite une bonne formation. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Merci. Voilà. Madame Ketab, merci comme toujours, un plaisir de recevoir. Voilà, et pour vous dire que même la société civile, les associations, ils sont dans la même vision que l'État, c'est la vision Afrique. Nous aussi, on voudrait travailler pour non seulement changer la réalité du cancer, toutes les pathologies cancéreuses en Algérie, mais aussi en Afrique. Inch'Allah. Merci beaucoup. Monsieur Hervé, un dernier mot. Merci d'être là. Merci. En revanche, le dernier mot, je vais dire, c'est des remerciements. Déjà à la présidente de la fédération, toute son équipe, pour l'accueil qui nous a été réservé à Alger. Merci à vous de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger sur vos antennes, et dire que c'est ensemble que nous allons réussir ce combat contre le cancer du col de l'utérus,
et que chacun de nous s'y mette pour que le cancer du col de l'utérus déjà ne soit plus une fatalité et les autres cancers aussi ne soient plus des fatalités dans nos pays. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, il reste une semaine et après ça, peut-être profiter bien sûr de l'Algérie, visiter et puis promouvoir aussi la destination Algérie grâce au tourisme médical. Pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Linda Teboul qui nous fait donc découvrir une des présentations d'un film à Ibn Zaydoun à l'occasion du Festival du film d'Alger. On se retrouve juste après. Le Festival international du film a lancé son édition cette semaine à Alger, attirant un large public de cinéphiles, de créateurs et de curieux venus explorer une sélection de films venus du monde entier. Pour cette édition, Cuba est mise à l'honneur. Il y a un lien parce que Cuba développe une cinématographie et son identité à travers cela devant un voisin hégémonique sur le plan cinématographique. Et je pense qu'il y a des choses à apprendre sur cela. Et nous autres en Algérie, nous devons aussi apprendre à défendre notre cinématographie dans une géopolitique élargie assez forte sur ce sujet. On a eu plus de 100 films à proposer sur 5 salles. 2 à Riyad el-Fath et 3 à Alger Centre. Pour faire leur choix, ils disposent aussi d'une application et d'un site internet où toutes les informations y figurent. L'application vous permet d'organiser un peu votre wish list, votre souhait de festival, de le vivre, les débats, les films et les emplacements. Parmi les invités, un réalisateur français est venu présenter son film « Where there is love, there is no darkness ». Touché par l'accueil chaleureux du public, il a salué l'extraordinaire sensibilité du public algérien qu'il a trouvé à la fois réceptif et enthousiaste. Le public algérien, de ce que j'ai vu, est très cinéphile. Donc j'espère qu'ils ne seront pas trop critiques avec mon film. Mais je sais que, de par votre histoire, vous êtes des révolutionnaires. Vous comprenez la condition sociale et je pense que vous allez comprendre mon film. J'étais inspiré parce que je voulais raconter une histoire des hommes invisibles, de tous ceux qui travaillent à l'ombre, comme livreurs Uber Eats, et que les gens méprisent et ne regardent pas. Et j'ai voulu leur donner une lumière pour qu'ils puissent connaître leurs conditions. J'ai grandi à Paris, j'ai grandi avec beaucoup d'amis algériens, et depuis tout petit, je voulais venir ici. Donc c'est un grand bonheur et honneur de venir ici. Et en même temps, je présente mon long-métrage. Le régime colonial en Algérie a besoin de réformes urgentes, à commencer par l'annulation... Le festival a également proposé la projection du film The Lovers of Algiers. C'est ce que j'explique dans mes articles tous les jours, ce qui me vaut. La journée s'est poursuivie avec plusieurs séries de courts-métrages, parmi lesquels plusieurs productions algériennes comme Néril, ce que la terre a vu, ou Boualem a tout entendu. Ces œuvres, réalisées par de jeunes talents du pays, ont permis au public de découvrir la créativité du cinéma algérien. Le public, surtout les jeunes, a répondu présent avec enthousiasme, ravi de participer à ce festival qui leur offre l'occasion de découvrir de nouvelles œuvres et de soutenir le cinéma algérien. جيت نشوف كيما اليوم كاين فيلم روسي وصيني ميور فيلم زعما عندي قاس بن زيدون. جينا الفيستيفال جينا باه نتعلموا صوالح جينا باه نشوفوا دي فيلم جينا كشغل تعلمنا بزاف صوالح ومازال الحاجه اللي كنت نقرا فيها اللي كنت نستنى فيها فيلم تاع حقيقه هو فيلم جزائري ضمن المسابقه يروي هو دوك فيكسيون روائي ووثائقي كان اوت ذا بوكس يعني خارج صندوق التفكير يعني كان شيء جديد علينا كيما نشوفوا فيه هوليوديتو ميم سي لي زيترونجي كي بعد ما شافوا الفيلم كان يعني شغل قرار جد حسن. جيت حضرت الفستيفال شفت افلام بزاف شابين اللي ماستر كلاس ثاني شابين عجبني فيلم واحد ذا جولدن مان الرجل الذهبي. الارتيست نقرا ديسا شو ما كانش عندي ثقافه تاع نتبع لي فيلم وصوالح ما نتبعهم هكا قليل
من الفرصه هذه خلتنا شغل نشوفوهم وشغل ندخلوا في العالم تاع الافلام هذا والروايه تاعهم وصوالح لي سيناريو شابين بزاف. Le festival, à travers ses projections, rencontres et échanges, confirme son rôle central dans la scène culturelle algérienne. Un événement où le cinéma voyage, où les voix se croisent et où le public reste au cœur de cette célébration artistique. Voilà, c'est le festival donc, du film d'Alger. Donc, ça a débuté le 4 et ça va s'étaler jusqu'au 10. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. Et déjà, tout de suite sur notre plateau, on va présenter des invités donc, de l'Algérie qui participent à cette 12e édition du festival. On va commencer par Aziz Saadi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci, je vous remercie infiniment. Vous prenez part à cette belle rencontre donc, du festival. Tout à fait, tout à fait. Avec de belles collaborations. Exactement, on a été ravis d'être conviés au festival et mettre en avant ce qu'on est en train de bâtir justement pour l'Algérie. Est-ce que ce que vous êtes en train de bâtir, vous le bâtissez avec notre invité qui nous vient du Québec, avec Monsieur Richard Duquette. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Voilà, vous êtes réalisateur, producteur. Vous êtes sur une belle opportunité donc, de contrat, peut-être avec l'Algérie. Oui, effectivement. Donc, je suis producteur et professeur délégué. Oui. Donc, et en Algérie avec mes collaborateurs, donc avec Aziz, avec avec Rabat, des gens avec qui je travaille ici. Ouais. On va raconter tout cela, toute cette démarche avec vous dans un moment. On va présenter aussi notre autre invité donc de l'Algérie, Monsieur Omar Mari Ndao. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Alors vous aussi, vous êtes réalisateur, producteur, scénariste, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je suis aussi directeur d'un festival de films qui se déroule au Sénégal. Oui. Voilà, donc je suis très heureux d'être là et d'assister à ce rendez-vous de la 12e édition du Festival international du film d'Alger. Voilà. Et vous êtes aussi, pour certains qui vous connaissent, vice-champion junior, c'est cela? Champion d'Afrique junior d'escrime. Voilà. Donc, et pour ça, vous êtes aujourd'hui, vous avez mis de côté votre carrière sportive, mais vous avez tout donné pour le cinéma. Oui, c'est vrai parce que je suis drépano supérieur de type SS. Oui. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus faire de haute compétition. Oui. Finalement, bon, soucieux de représenter l'Afrique et le Sénégal particulièrement, je me suis tourné naturellement vers les images. Vous avez beaucoup travaillé pour ça et aujourd'hui vous êtes à la tête d'une entreprise cinématographique. Oui, qui s'appelle Soul Art Ciné et qui est basée à Dakar. Voilà, tout à fait. Et on va en parler, votre participation ici en Algérie. On revient aussi à cette rencontre qui vous réunit sur notre plateau ce matin. Vous avez donc participé au masterclass organisé par le festival de cette année. Vous avez parlé sur justement les projets avec l'Algérie, parce que l'Algérie devient probablement bientôt, va devenir une destination cinématographique aussi. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment ça le projet avec Film in Algeria. Donc, d'amener des productions internationales ici en Algérie, donc de faire la promotion de l'Algérie pour des producteurs nord-américains, européens, asiatiques, de leur offrir une plateforme pour découvrir le pays et leur faciliter l'entrée ici pour des productions. C'est ça. Vous êtes dans la production depuis bien longtemps. Vous avez été réalisateur, vous avez beaucoup travaillé, une expérience de 20 ans dans le domaine, et puis ça vous a toujours attiré, les grosses productions. Et puis vous avez fait une belle rencontre. Vous avez rencontré un Algérien au Québec, c'est cela? Deux Algériens, donc sur une production, donc qui sont devenus des amis avec les années. Et un jour, en voyant ce que je faisais au Canada, ils m'ont dit est-ce que tu voudrais collaborer avec nous en Algérie pour développer le même concept? Donc, vous ne connaissiez pas du tout l'Algérie à l'époque? Non, je n'ai jamais visité. Je connaissais l'Algérie. À travers le continent africain, peut-être? Effectivement, c'est ça. Mais un jour, j'ai dit, OK, oui, je vais venir, je vais visiter, je vais rencontrer. Vous êtes déjà venu 4 fois? C'est la 4e? La 4e fois, oui. Oui. Donc, déjà, vous avez des projets plein la tête,
Oui, beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de lieux à visiter également, puis beaucoup de belles rencontres. Parce qu'à date, c'est des belles rencontres que j'ai eues partout où j'ai visité, oui. Alors déjà, depuis votre parcours, bien entendu, vous avez consacré tout votre travail, vous ne vouliez plus être à la merci peut-être de certains diffuseurs, c'est ça? Et vous vouliez faire de la grosse production. Effectivement, au début, je voulais vraiment produire mes projets, mes idées. Donc, comme tout réalisateur, initialement, on a beaucoup d'idées. C'est ça, les indépendants du cinéma, par exemple. Exactement. Donc, on va voir des producteurs, on essaie de présenter nos projets et on se fait souvent dire non parce que beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et à un moment donné, j'ai décidé de devenir producteur. Voilà. Donc, et de fil en aiguille, j'ai développé mes séries télé au Canada et le concept justement de production internationale est venu lorsque des gens de l'étranger m'ont approché pour les aider. Et puis, vous avez travaillé pour de grosses plateformes connues. Oui, Netflix en est une grosse, presque la plus grosse streamer actuellement, Amazon, différentes plateformes comme ça. Voilà. Donc, des bons projets, mais aussi des plus petits projets, donc il ne faut pas les oublier aussi, donc du documentaire. C'est ça, des documentaires, tout à fait. Eh bien, votre collaboration aujourd'hui se passe comment avec l'Algérie? Elle se passe très bien. Déjà, la plateforme Film in Algeria est une banque d'images qui comme Richard est connu à l'international et qui est sollicité pour des décors. Donc, c'est une plateforme qui va dans les deux sens avec un seul objectif qui est faire rayonner le cinéma. Voilà. L'Algérie, terre de lumière, de contraste et d'histoire à filmer. Oui, oui. C'est pour cela que c'est une destination à prendre, c'est une destination assez vierge. Le Grand Sud algérien éblouit toujours autant? Le Grand Sud, oui, mais ce qu'il faut savoir pour des producteurs internationaux, le fait d'être une semaine au désert, une autre semaine au bord de la mer, puis la montagne, la neige, sans traverser de continent, en termes de coûts, c'est assez intéressant pour eux de venir ici. Et Richard s'occupe aussi, pas que de ça, mais de la logistique qui va suivre par la suite, exactement. Et notre objectif aussi, c'est de faire rayonner les potentialités d'ici, faire rencontrer, faire découvrir l'Algérie déjà aux internationaux et promouvoir l'Algérie à tout le globe. Voilà. C'est pour lancer la production, prévoir de faire des formations aussi, pas mal de choses pour faire rayonner le cinéma algérien. Dans le domaine du cinéma, les formations, les métiers du cinéma, tout à fait, développer tout cela. Exactement. Alors vous avez eu une belle rencontre donc vendredi, je l'ai dit tout à l'heure, vendredi au niveau donc de cette masterclass avec Mehdi Ben Aissa, qui était bien sûr modérateur ce jour-là. Tout à fait. Vous avez eu donc des personnes qui vous ont posé des questions, qui voulaient s'engager aussi avec vous? On nous a posé des questions sur l'intelligence artificielle, mais M. Richard a bien expliqué que l'intelligence artificielle est une chose et un décor unique, c'est autre chose. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut se poser cette question, ça peut remplacer. On a vu des exemples, mais reste. Mais quand on est à la recherche, de décors uniques, c'est la destination iconique, l'Algérie, et faire découvrir l'Algérie. D'autant plus que les routes sont là, les hôtels sont là depuis 10 ans, on voit les choses se développer. Et ça nous aide énormément pour faciliter l'arrivée des compagnies internationales, exactement. Pourquoi pas? Et ça fait une rente pour l'Algérie surtout. Inch'Allah, en tout cas. On va continuer à parler donc de cinéma avec encore une fois un autre regard, celui d'un autre cinéaste qui vient pour participer à cette belle rencontre donc des professionnels du cinéma. Alors comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est plutôt bien passé. On a été très bien accueillis et on a participé pour le moment à un programme époustouflant de films d'ici et d'ailleurs, même avec des activités de part et d'autre. En tout cas, je dis chapeau bas à l'organisation et on a même vécu une ouverture assez spectaculaire avec un très bon concert. Oui, j'ai été subjugué par ce ciné-concert avec les plongeurs du désert, comment ça a été accompagné avec la musique C'était des métiers difficiles à l'époque. Hein? Super difficile, super difficile. Je me demandais même comment ils faisaient, mais... Des ateliers du désert qui allaient chercher l'eau très profondément. Très profondément. Voilà, des apnéistes carrément, c'est des sportifs comme vous.
Oui. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas, on a le désert, est-ce qu'on n'a pas l'eau? Ça m'a fait réfléchir à pourquoi ne pas reforester, je perds le mot, ne pas rechercher de l'eau pour le désert encore une fois, parce qu'à la fin j'ai vu une verdure au niveau du désert qui était époustouflant et je me suis dit, est-ce que ça ne pourrait pas être de nouveau? Mais ce qui m'a plu dans le spectacle, c'est comment la symphonie, l'orchestre accompagnait la musique, a remplacé la musique du film. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc une aura particulière dans la salle, j'imagine. Oui, oui. C'était très bien, très bien. Voilà, il y avait un peu de l'émotion, le spectacle c'était super. Et de l'émotion, vous en avez souvent à travers vos films, vos productions cinématographiques. Vous aimez aussi raconter le quotidien, vous aimez aussi parler donc, de choses nobles à travers votre regard de cinéaste. Oui, en fait, moi en entrant dans le cinéma, j'ai décidé de me spécialiser dans le cinéma éducatif. Parce que je me suis dit que quitte à regarder le cinéma et puis avec ces enfants qui peuvent rester toute une journée avec des téléphones devant l'écran, autant leur donner des contenus qui peuvent les éveiller, qui peuvent être utiles. Oui. Donc c'est tout à fait normal que je me suis tourné dans le cinéma éducatif. Oui. Et tous mes récits donnent un message, un message éducatif, un message de vie. Et la dernière parlait de la violence conjugale. Et malheureusement, en quittant quelques temps avant de quitter le Sénégal, il y a une histoire qui revient encore pour malheureusement dire que c'est toujours d'actualité, malheureusement, partout dans le monde. Hein. C'est ça. Et puis, quand les gens se font persécuter ou bien quand une femme se fait persécuter dans le mariage, très souvent, même quand on essaie de l'aider, souvent, elle trouve des alibis, ou bien la personne même trouve une alibi pour son bourreau et tout, et puis c'est un peu compliqué. Voilà, en tout cas, vous êtes là pour essayer donc de raconter et surtout arrêter cette violence notamment. Alors, on va terminer peut-être avec un dernier mot pour chacun, et puis dire aussi que vous êtes donc pour la 4e fois ici en Algérie. Vous avez visité un petit peu? Vous avez eu le temps quand même, ça va? Oui, quand même. Ouais. Donc, des villes comme Briska, Etna, donc le Goufi, donc aussi le bord de la Méditerranée. Donc, la température aussi qui est différente de chez vous, la vôtre. Très grosse différence. Dans quelques jours, je retourne à moins 15. Très bien. Très bien. En tout cas, un dernier mot pour vous, allez-y, dites-nous. Bien, merci bien au festival de nous donner l'opportunité de présenter le projet Film Algéria, de rencontrer aussi beaucoup de créateurs algériens, donc des jeunes créateurs très dynamiques qui font des belles choses. Donc, j'ai juste hâte de pouvoir collaborer plus bienvenue. avec eux. Merci. Comme on dit chez nous, Inch'Allah, bientôt. Inch'Allah. Voilà. Merci à vous aussi, Monsieur Aziz. Je vous remercie infiniment. Nous, notre objectif, comme on a déjà dit, c'est le pont de l'international vers l'Algérie et surtout le potentiel d'Algériens, créateurs algériens qui sont prêts à briller à l'international. D'accord. Alors, on va vous libérer parce que vous avez une émission radio. Oui, on va vous garder encore, vous deux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. On va vous laisser repartir à votre émission radio et puis on va juste voir le spot donc, du Festival du cinéma. Regardez. Okay. Buongiorno, cheers. Rocco e suo fratello.
De retour sur le plateau, eh bien, on continue notre débat avec nos invités. On continuera à parler bien sûr cinéma et surtout de la participation de nombreux cinéastes et qui viennent pour ce festival. Vous avez rencontré beaucoup donc, de cinéastes avec lesquels vous avez échangé? Oui, oui, j'en ai rencontré pas mal. Oui. J'ai rencontré, disons, de plusieurs métiers même. Oui. Et en échangeant, je vois tout ce qu'il y a comme richesse en Afrique, et surtout au niveau du festival algérien. Et je découvre même en profondeur le festival algérien, le cinéma d'Algérien à travers ce festival, qui est très intéressant. Et comme le monsieur l'a dit, j'aime bien les secteurs qui offrent plus d'opportunités, parce qu'avoir la neige, le désert, la mer, oui. C'est bénéfique pour les coûts de production qui sont très souvent énormes. C'est pourquoi moi au Sénégal j'ai choisi d'isoler un festival que j'avais de la capitale. Oui. Oui, et vous êtes le directeur du festival, n'est-ce pas? Oui, c'est un festival de films éducatifs qui s'appelle Saloum tout court. C'est ça. J'ai choisi d'isoler parce que justement, au niveau de Kaolack, il y a énormément d'opportunités pour inviter les producteurs à... C'est une ville du Sénégal. Oui, c'est une ville du Sénégal, c'est à 200 km de Dakar. C'est votre ville natale? Oui, c'est ma ville natale, oui, c'est ça. Voilà, et vous avez voulu justement délocaliser un petit peu ce festival pour donner l'occasion aussi à tous de pouvoir y participer? Oui, en fait, plus que le fait de vouloir que les gens participent, c'est un souci disons, d'équité territoriale, parce que la plupart des festivals se passent à la capitale. Donc je voulais, comme il y a énormément de talents dans les autres régions, et je voulais, partant d'un festival aussi qui se déroule dans une autre ville, donc je voulais mettre en lumière aussi ma ville. Bien sûr, et c'est légitime, c'est normal. Vous avez donc participé à des projections de films depuis que vous êtes là? Oui. Oui. Bon, j'ai participé surtout à un film aussi qui m'a manqué, hormis l'ouverture. L'ouverture? C'est Después del Final, d'un réalisateur algérien qui parlait de la vie d'une femme en Argentine et qui était excellent sur le plan de l'histoire, mais aussi sur le plan technique. Voilà, alors c'est beaucoup de films, beaucoup de rencontres, les festivals donc, de cinéma, mais aussi donc, il y a la compétition. Et donc il va y avoir, donc, il y a 50 films en compétition, et bien entendu les membres du jury seront là pour aussi juger et puis récompenser bien sûr ces cinéastes. Vous avez participé aussi à des projections, vous avez suivi? Oui, on a suivi un petit peu. Moi j'étais ému par les plongeurs du désert. Franchement, le fait de vouloir sauver une oasis. C'est ça. Tous les villageois qui attendaient et qui avaient hâte que l'eau recoule. Et c'est vraiment un travail de grande envergure à l'époque. Tout à fait, c'était de grosses caméras à l'époque et c'était des moyens en tout cas rares et c'était du noir et blanc encore. Exactement. Ça a été colorisé, hein, l'image a été en tout cas... Aujourd'hui on peut le faire. Voilà, on peut le faire. Alors cette collaboration, on en a parlé tout à l'heure, vous aussi vous travaillez ici en Algérie avec plusieurs producteurs? Principalement, moi je travaille dans les médias. J'achète et je vends des espaces médias, quelques productions, des réalisations de spots et ainsi de suite. Mais la réelle rencontre de M. Richard Duquette, c'est avec les collaborateurs, M. Rabah Yahya qui est en tournage en Tunisie. On exporte maintenant, c'est un Algérien qui va tourner en Tunisie, scénario et réalisation. Et M. Sofiane Boutelja qui est présent au souk en ce moment. Et moi, c'est tout le volet PR, communication, mise en relation. Mais justement, vous avez évoqué cette problématique d'achat aussi et des médias, d'achat donc cinéma. C'est aussi important le marché du cinéma. C'est très important. Écoutez, ça se construit. Au fait, nous, en mettant en ligne, déjà le site existe. On est en train d'alimenter la banque d'images. Alhamdoulilah, le ministère de la Culture nous a conviés pour dans 45 jours à 2 mois pour refaire venir Richard et pouvoir sillonner le pays un peu plus. On va de Tébessa jusqu'à Tlemcen, on redescend à Béchar, Mia, Gardaya. En tout cas, il a l'air d'avoir apprécié. Hein, il a apprécié. l'Algérie. Selon son retour, il nous a dit l'Algérie,
c'est un voyage de vie que je fais, sachant que lui, il a sillonné pas mal de pays dans le monde. Mais il a vu comment les gens se comportent avec lui. L'accueil. Exactement, tout à fait. C'est un voyage de vie, comme il a vraiment été ébahi. Donc voilà. Et il y a aussi un programme pour promouvoir l'Algérie. C'est qu'avec Filming in Algeria, on a des réseaux où on pourra assister à certains festivals internationaux où on va mettre en valeur Filming in Algeria. Déjà maintenant avec le site, ils sont en train de consulter, on a des touches en Asie, des touches en Afrique du Sud et aux États-Unis. Voilà, le cinéma est partout, hein, et c'est vrai qu'il faut arriver à convaincre et conquérir aussi certains cinéastes. Dès qu'ils voient les sites algériens, ils disent c'est où ça? Ça c'est l'Algérie, et donc on est tenu de faire rayonner ce pays, suivant les directives de Monsieur le Président de la République aussi. Donc Inch'Allah, on va pouvoir être présent à l'échelle internationale. Alors, bien sûr, le festival continue, il sera donc encore présent jusqu'au 10. Vous avez le temps d'aller encore voir certains films et participer, faire de belles rencontres, n'est-ce pas? Pour vous également, faire des rencontres et voir aussi donc, des projets peut-être en commun? Oui, c'est ça l'idée. Hein. Quand on participe à ce genre de festival, il y a énormément de personnes ressources, comme le monsieur qui est... Voilà, et je pense que plus on participe, plus on fait de belles rencontres et plus on parle de projets qu'on pourra développer ensemble et tout. Au-delà du fait de découvrir cette belle ville qui est Alger, pour le moment, je n'ai pas encore tout découvert, mais je vois les trajets, c'est une très belle ville et j'attends encore de découvrir plus le pays. Mais pour le moment, il y a de belles rencontres ici en Algérie que j'ai faites. Et il faudra revenir alors, donc sans doute. Sans doute. Mais la prochaine fois en compétition. Pourquoi pas, bien sûr. Alors, en parlant de compétition, tout à fait, vous avez déjà plusieurs films qui ont aussi tourné. Oui, j'ai fait pas mal de festivals, j'ai participé à pas mal de festivals. Il y a des prix, des mentions spéciales à des films. Mais pour la plupart, c'est des productions indépendantes et tout. Actuellement, on travaille avec la boîte pour faire de plus grosses productions. C'est vrai que c'est un peu compliqué sur le plan financier. Mais on est en train de chercher de plus grosses boîtes parce qu'on a quand même une toute petite boîte qu'on va essayer de développer. Modestement, vous dites. Oui. Modestement, oui. Non, c'est qu'on va essayer de développer en coproduction, pourquoi pas une coproduction internationale. Voilà. Et puis bien sûr, parler avec d'autres métiers du cinéma que vous essaierez de développer au sein de votre boîte de production. Oui. Pour le moment, au sein de la boîte, on essaie de faire quand même des formations à plusieurs métiers du cinéma. On essaie vraiment d'outiller les jeunes qui ne sont pas issus d'écoles de cinéma, mais on essaie de les outiller dans le tas avec de petites sessions de formation, soit en cadrage, en montage. Et c'est agréable de voir que depuis le début, les gens qui étaient derrière vous en train de regarder maintenant prennent les caméras et ils sont devant. Voilà. Vrai. Ils sont passionnés eux aussi. Ils ont été touchés par aujourd'hui ces nouvelles technologies qui sont mises au service de ces jeunes, que grâce à un téléphone seulement, on arrive à faire un film, une vidéo, des photos et peut-être ça nourrit encore une passion après par la suite. Effectivement, effectivement. En tout cas, avec cette nouvelle technologie, surtout, comme vous dites, avec les téléphones, on est capable de réaliser des courts-métrages entiers avec... Il y a carrément un festival qui existe dans ce sens. C'est ça, le festival avec des films mobiles. Mais bon, voilà, nous quand on commençait, on n'avait même pas un téléphone qui pouvait... Mais bon. Et c'est pour ça que ça vous a forgé probablement. Alors, on va voir quelques images justement de l'inauguration, des premières journées de l'ouverture du festival, la 12e édition du festival du film d'Alger. Ça a commencé le 4. On a eu le plaisir de recevoir le commissaire du festival. On va voir quelques images, n'est-ce pas? On y va.
Voilà, un très beau moment. Hein. Vous étiez présent, vous étiez dans la salle Tout à fait. et vous avez senti cette émotion. C'est clair. Avec l'hymne national au début. Oui. Et la minute de silence. Oui. Et tous les convives qui étaient nombreux, Exactement. beaucoup donc de têtes d'affiche, des Tout à cinéastes fait. connus, des comédiens aussi Ça connus. nous a permis de voir Souelah aussi. Voilà, voilà. Ouais. Et puis bien entendu de grands noms aussi du cinéma algérien, tout des à fait. spécialistes du cinéma. Exactement. Et des métiers. Voilà, des cinémas et métiers. Et puis bien sûr, c'est l'occasion de faire partie de cette grande famille donc du cinéma mondial, pourquoi pas. Inch'Allah, Voilà, Inch'Allah. Eh bien, parler un petit peu donc de ces métiers. On a dit qu'aujourd'hui, ce qui faisait peur, c'était l'intelligence artificielle. Mais bon, comment prendre les choses aujourd'hui avec philosophie? Avec philosophie, il y a pas mal de producteurs qui cherchent, que ce soit dans le domaine publicitaire ou cinématographique, oui. des décors exceptionnels, identiques, iconiques. C'est donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais bon, ça titille aussi le travail de certains, bien sûr. Exactement, ça leur fait gagner du temps, certes, mais... Et de l'argent. Aussi. Voilà. Moi, j'aime pas trop parler d'argent. Mais bon, il faudra justement les convaincre et faire un travail justement de sensibilisation, un travail donc de prospection pour pouvoir les attirer vers peut-être le décor algérien typique. Tout à fait, le travail se fait d'ores et déjà. Donc, avec tous les contacts qu'on a de l'autre côté, Inch'Allah, ils vont être là. Parce que c'est décor de western américain. Oui, ben oui. On a des décors west. On peut ressembler à pas mal de pays. Hein. C'est vrai, des décors lunaires, des décors bien sûr futuristes. Mais qui sont 100% algériens. 100% algériens. Tout à fait, sans traverser de continent, car le nôtre est déjà un continent. Tout à fait, tout à fait. Voilà. En tout cas, de beaux projets, Inch'Allah, à l'avenir, avec bien donc des partenaires qui sont aujourd'hui des partenaires sûrs aussi, c'est important. Oui, tout à fait, parce que M. Richard est une référence déjà à l'international et son site pour le Canada existe. Pour l'Algérie, il est en lancement. Voilà. Et puis bien sûr, notre communauté est très nombreuse maintenant aussi au Canada. Donc des échanges aussi, il y en aura probablement. Mais nous, on est plus ouverts sur le monde entier. Le Canada, c'est bien, mais on veut le globe. Voilà. Et surtout faire briller les nôtres de l'autre côté, parce qu'ils sont prêts. Et il y a beaucoup de potentiel. Moi, j'ai vu les courts-métrages, par exemple, le fait de participer à des festivals de courts-métrages. On a plus de choix à prendre... plus de courts-métrages que si on parlait de films ou autres. Et le court-métrage, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour ces jeunes de briller et pourquoi pas passer au long par la suite. C'est ça, c'est bien sûr deux choses différentes. C'est aussi un exercice très difficile, le court-métrage. Mais c'est la mise en relation, collaboration avec l'international, c'est assez important. C'est ça. Aujourd'hui, peut-être, il y a Timimoun qui a donc, c'est une nouvelle destination pour le cinéma. Il y a donc les métiers de cinéma qui sont aussi appris et surtout la destination Timimoun aussi, qui reste aussi appréciable. Appréciable, oui, mais on veut sortir un petit peu de l'Algérie, c'est le désert, c'est pas que le désert, l'Algérie. Non, pour les métiers en général. Oui, pour les métiers, exactement. Pour une ville cinématographique, pour l'espace, je suis entièrement d'accord. Là, on pourra mettre plusieurs décors. Voilà, mais après, tous les sites, que ce soit des grandes villes ou des villes de l'intérieur, il y a beaucoup d'intérêt. Je parlais de rendez-vous cinématographiques. Par exemple, Timimoun a abrité le Festival du court-métrage aussi. Oui. C'était un rendez-vous aussi important. Pour le cinéma. On a vu une belle ambiance. On a vu aussi des professionnels du domaine qui sont venus en nombre. Donc, tant mieux. Alhamdulillah. Voilà. Et on va de positif en positif, Inch'Allah. C'est ça, c'est ça. Peut-être un mot autour des métiers du cinéma chez vous? Oui, ça se développe pas mal parce qu'il y a énormément de grands techniciens qui sont formés un peu partout dans le monde et qui reviennent encadrer un peu les jeunes à se relever un tout petit peu. Et voilà. Mais concernant l'IA, moi je pense que même s'il y a quelques métiers qui peuvent être en danger, moi je pense que l'IA n'enlèvera jamais l'authenticité ni l'originalité du cinéma parce que c'est un art et qui va vivre encore très longtemps. Oui, Inch'Allah, comme on dit. Peut-être un dernier mot encore une fois. Ça y est, on arrive bientôt à la fin de l'émission. En tout cas, remercier l'organisation du festival pour cette invitation, pour cette belle opportunité. Et un clin d'œil à
à mon équipe, à la boîte de Soul Art Ciné, qui se trouve à Dakar, et vous remercier pour l'invitation. Merci à vous. Voilà. Voilà, bah c'est très gentil. Continuez donc à profiter bien sûr de ce festival et puis profitez pour visiter aussi Alger tant que vous y êtes. Inch'Allah. À très bientôt. Merci beaucoup. Je rappelle Monsieur Omar Marine Dao, c'est ça? Oui. Vous êtes donc réalisateur, producteur et cinéaste et vous êtes aussi directeur donc de cette production. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci aussi à vous, Monsieur Aziz Saadi. Vous êtes donc aussi dans la collaboration cinéma avec bien sûr Richard. Richard, M. Rabah Yahya et M. Sofiane Boutelja. Très bien. En tout cas, bonne chance pour tout ce que vous faites. Merci, je vous remercie infiniment. À très bientôt. Inch'Allah. Voilà, et puis vous aussi, continuez à suivre donc ce festival de très près pour vous imprégner et faire donc de belles collaborations encore. Voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié tout notre programme. On a eu le plaisir de recevoir donc Jawdet Gessouma dans la rubrique culturelle. Samira Hadj est venue nous présenter ce bel ouvrage, un couscous de rêve, en tout cas un hommage à Daniel Mine et surtout aux femmes combattantes, les Djamilettes, comme elle l'a dit si bien. On a eu le plaisir aussi d'avoir Madame Hamida Kettab, qui était donc la présidente de l'Union de l'Organisation africaine contre le cancer, et sur parler de cette formation donc du personnel donc pour lutter contre le cancer au niveau donc africain. Et puis bien entendu nos cinéastes qui étaient sur notre plateau. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On continue notre programme sur Canal Algérie. N'oubliez pas, juste après le bonjour, il y a donc l'instant matin avec Marie Moussaïd et son invité. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir et merci à toute l'équipe. Qui écoutera entendra la belle histoire du cheikh Mustapha et de son fils Mansour. Des artisans asservis à des techniques rudimentaires, ne vous fiez pas aux apparences. Ne marche pas fastueusement sur la terre, tu ne saurais la trouer, pas plus qu'égaler la hauteur des montagnes. Conseil de modestie, conseil du Coran, gravé dans les âmes foncièrement pieuses et